Le chêne et le roseau sont robustes, chacun à sa manière. La robustesse ne signifie pas forcément être conservateur, avoir des méthodes de grand-père, ni forcément être jeune et agile uniquement. Alors quand Christian m'a envoyé ce WhatsApp avec le thème, c'était plutôt inattendu, parce que c'est assez rare qu'on nous donne un thème aussi précis. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder. Et puis surtout le fait de parler à deux. On a remarqué avec Hélène, à chaque fois qu'on prend la parole, je vais vous faire une petite confidence, la semaine d'avant, c'est un enfer, quoi. On se prend la tête, dans la famille, c'est le chaos. Donc on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Et puis ça n'a pas raté, cette semaine a été compliquée. Et puis aussi, quand on est deux grands bavards, donc à partir du moment où on a le micro sur scène et qu'on n'a que 20 minutes, c'est un battle de prise de parole. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour ce matin. Alors, le chêne et le roseau, pourquoi ce thème? Et surtout, pourquoi nous? Alors je me suis dit que Christian, quand il a pensé à ce thème, il s'est dit, voilà, il y a aussi un côté un peu morphologique, le chêne, le roseau. Mais croyez-le ou non, dans notre couple, c'est plutôt moi le roseau, la silhouette fait pas le moine, et Hélène le chêne. En effet, moi je suis plutôt du genre à ne rien lâcher, ce qui me rend, je pense, particulièrement efficace et aussi parfois un tout petit peu trop rigide. David, à l'inverse, il est plutôt du genre à suivre le flot, à suivre le mouvement, ce qui le rend particulièrement agile, mais aussi parfois un tout petit peu trop dispersé. Donc en commençant à travailler sur cette intervention, on s'est posé la question: sommes-nous robustes? Il faut le dire, on a un avantage concurrentiel conséquent, c'est que on est des bonhommes. Voilà, ça c'était pour toi, c'était cadeau. Sommes-nous robustes? Elle est fière de notre nom. Oui. On a eu des jumeaux à 25 ans, on a vu passer les huissiers à la maison, on a connu la diffamation dans la presse, la perte de nos attaches familiales, les pressions de l'entrepreneuriat. On a lancé une quantité de projets. On a perdu un bébé dans une fausse couche. On a eu ensuite l'arrivée de nos 2 filles à 16 mois d'écart. La découverte du handicap aussi de notre petite dernière. Des trahisons dans le business, ce stress financier constant. Et je me souviens, lors de notre première thérapie de couple, le briefing de la première journée, c'était micro ouvert. Chacun raconte sa vie. Vous devez juste raconter votre vie. Et puis à la fin, c'était Éric Dufour. On avait parlé chacun 3 bonnes heures, je pense. Puis il dit On est bavard, oui. est-ce que vous avez conscience d'à quel point c'est un miracle que vous soyez là et que vous soyez toujours ensemble? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a pris conscience d'à quel point on était des miraculés. Je pense aussi que si vous êtes là, c'est que vous avez traversé des tempêtes, que peut-être vous en traversez en ce moment. Et je ne suis pas prophète, mais je peux vous dire que vous allez encore en traverser. Vous aussi, hein, peut-être que le soir, avant de dormir, vous chantiez avec vos parents cette chanson. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et l'idée, c'est de savoir si la maison résistera ou pas. On a vécu pas mal de trucs, mais je pense pouvoir dire que notre année 2025 a été à peu près la pire. Ça a été une année vraiment très difficile. Et puis récemment, avec David, on s'est dit, la maison, elle a résisté. Et comment est-ce qu'on aurait défini cette robustesse de notre maison qui ne s'est pas effondrée dans la tempête? C'est déjà, premièrement, qu'on a continué à dormir la nuit, que nos enfants vont bien et qu'on s'est, on s'est pas engueulé, on s'est raisonnablement pas trop engueulé. Tu vois. Donc, si on veut que la maison résiste, il va falloir être robuste. Question de Christian, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut être plutôt souple comme le roseau ou est-ce qu'il faut être plutôt solide comme le chêne? Et la question qu'on aimerait poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut être à la fois solide et flexible? Est-ce que ce ne serait pas ça, la définition de la robustesse? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une incroyable mentor et actionnaire qui est Chantal Barry. Et moi, j'aime bien poser des questions. Et donc, je venais souvent lui demander, quand j'avais des problèmes avec mes salariés, est-ce qu'il faut que je sois dans le contrôle, la fermeté, ou au contraire dans la confiance? Quand il y avait des problèmes financiers, c'est est-ce qu'il faut que je sois dans la foi ou vraiment que je prenne des décisions à partir des tableaux Excel? Et elle avait une réponse qui me rendait dingue à chaque fois.
elle me disait les deux, mon capitaine. En fait, elle me frustrait. Moi, j'avais envie que ce soit ça ou ça. Et en fait, elle me disait, mais en fait, c'est ça et ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la maturité, elle est dans le fait d'appréhender ce et. Et il y a une image qui nous parle, David et moi, depuis le début de notre mariage, c'est celle du kitesurf. S'il y a uniquement du vent dans la voile, le surfeur il va finir par s'envoler. Mais par contre, s'il y a uniquement la force de la gravité, il va finir par couler. Et cette robustesse, elle naît d'une sainte tension entre le vent et puis la force de la gravité. Et aujourd'hui, on aimerait vous proposer de vous partager 3 saintes tensions pour rendre un couple, une famille, une organisation robuste. Pour tout vous dire, on en avait au moins 12 dans notre plan de départ, mais comme on est en Suisse, on va tout faire pour respecter les horaires. Tension numéro 1, discipline quotidienne versus les gros coups. Le vent soufflera, la pluie tombera. Comment on fait en sorte que la maison résiste ? Eh bien, on est dans le sermon sur la montagne, réponse de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Moi, je croyais que bâtir sa maison sur le roc, ça voulait dire donner sa vie à Jésus. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit « celui qui entend ces paroles et les met en pratique ». Quelles sont les pratiques que Jésus nous donne dans le sermon sur la montagne ? Il y en a plein. On pourrait citer le jeûne, pardonner et prier pour ses ennemis, prier notre Père dans le lieu secret. On est des décideurs chrétiens, on parle de robustesse. Et est-ce que ce ne serait pas la première question à nous poser, et je me la pose à moi-même ? Est-ce que chaque jour, on va dans le lieu secret pour prier notre Père qui voit dans le lieu secret ? On aime tous le mot disciple, mais on n'aime pas trop le mot discipline. Et dans l'Église, et moi la première, avec les expériences qu'on a pu vivre, je pense qu'on peut avoir peur du légalisme et du coup jeter le bébé avec l'eau du bain parce qu'on va rejeter les disciplines quotidiennes. Et on va mettre à la poubelle ces pratiques que Jésus nous a données pour être vraiment ses disciples. Alors pour moi, il faut le dire, c'est relativement facile parce que j'ai un côté un peu allemand, je viens d'Alsace. Moi, je suis une femme d'habitude, je suis une femme de routine quotidienne, je suis ce chêne, tous les jours j'écris, tous les jours j'ai mes petites habitudes pour ma santé physique, tous les jours je vais me coucher à une heure plus ou moins raisonnable, tous les jours, voilà. Et ça, j'en ai fait mon métier. Puisque j'ai lu à peu près tout ce qu'on peut lire sur la science des habitudes, sur l'effet cumulé, comment des mini-rituels quotidiens, des mini-habitudes peuvent nous permettre de vraiment rester solides dans la tempête. Alors ça, c'est la version un peu développement personnel, mais qui plus est pour nous, chrétiens, est-ce qu'on va dans ce lieu secret pour rencontrer notre Père qui voit dans le secret ? Et moi, je suis tout l'inverse. L'idée d'un planning, d'une journée qui se ressemble, de refaire la même chose, c'est vraiment un profond ennui. Puis en plus, j'ai beaucoup de mal à le faire. Et puis, à chaque fois que j'essaye, je ne sais pas pour vous, mais le quotidien d'une vie de famille, c'est toujours une grosse galère. En plus qu'on est décideur, puisqu'on est à la merci en fait, de nos équipes, de la réalité du terrain. Si on est trop rigide, en tout cas c'est ma théorie, on risque de casser en 1000 morceaux. Moi, j'ai envie de vous citer un autre évangile qui me parle mieux, l'évangile selon Bruce Lee. Soyez comme l'eau. Moi, je suis plutôt à suivre le flot. J'essaye d'être... je serai le charismatique de l'histoire. Je suis l'esprit. J'essaye de suivre le courant. Et contrairement à Hélène, pendant longtemps, j'ai culpabilisé là-dessus. Et donc, oui, il faut que je m'améliore sur mes routines. Mais j'ai remarqué que j'avais besoin aussi de gros coups, j'avais besoin de grands moments. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié découvrir parmi nos frères et sœurs catholiques les retraites en silence, les retraites de Saint-Ignace, vraiment des moments où je suis obligé de couper, où je n'ai pas le téléphone, où je peux recharger mes batteries, un gros coup. C'est pour ça d'ailleurs que Christian l'a dit au début, on a mis en place ces retraites atypiques pour entrepreneurs, parce qu'on a besoin d'un cadre pour déconnecter. Alors, discipline quotidienne ou gros coup, les deux, mon capitaine.
Notre capacité à traverser les tempêtes a été le mélange de ces deux forces. Deuxième sainte tension, suivre le plan versus suivre l'opportunité. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis plutôt du genre à suivre le plan. Hein, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Et les Fabuleuses, on l'a dit, c'est devenu une grosse communauté de mamans. Il y a aujourd'hui 13 000 mamans qui sont diplômées de notre école. Il y en a d'ailleurs dans la salle que j'ai vu arriver. Oui, vous avez le droit de faire du bruit. On a reçu plus de 50 000 témoignages de vie transformée. En fait, c'est notre KPI dans notre entreprise. C'est combien est-ce qu'on reçoit de témoignages de mamans qui nous disent « J'ai retrouvé l'étincelle, j'ai de nouveau envie de me lever le matin, on s'est réconcilié dans notre couple, on a une relation qui est réparée avec nos enfants. » Et puis, ça nous a permis de devenir une référence anti-épuisement maternel dans les médias nationaux. Et cette entreprise, elle s'est construite sur quelque chose d'extrêmement peu spectaculaire. C'est l'envoi d'un mail tous les matins pendant 12 ans. Et c'est vraiment une mission, pour reprendre le mot que vous avez utilisé, qui m'a été donnée par Dieu. Écris-leur tous les jours. Et c'est juste ce que j'ai fait. Après, il m'a donné une autre mission, c'est que quand on leur écrit à ces 150 000 mamans tous les matins, elles répondent. Donc nous, on reçoit plusieurs centaines de mails par jour. Et donc, on a juste essayé de suivre le plan, être fidèle à lire chacun de ces centaines de messages qui arrivent chaque jour et y répondre en offrant une vraie écoute à ces personnes. Le problème, c'est que quand on a eu des très grosses difficultés financières et puis RH l'année dernière, mon plan, il ne fonctionnait plus. Et donc, j'ai dû apprendre à donner un peu d'ADN de roseau à mon chêne, apprendre à faire le dos rond, apprendre à attendre que ça passe, ouvrir mon esprit à des solutions que je n'avais pas imaginées et qui n'étaient pas dans le plan. Et parce qu'on va respecter les horaires, je ne vous raconte pas l'histoire, mais l'un des déblocages est venu d'une parole de connaissance, en fait, qui a été reçue pour nous par quelqu'un qui priait en pleine nuit, qui nous a donné cette parole, qui n'allait pas du tout dans le sens de mon plan, mais je l'ai mis en place, ça a crucifié mon ego, et ça s'est très très bien passé. Et on est encore là. De mon côté, je suis plutôt à suivre les opportunités. J'ai la chance d'avoir un mentor, Éric Sellerier, depuis plus d'une quinzaine d'années. Et lui, il dit que souvent, pour le discréditer, on dit que c'est un sale opportuniste, c'est-à-dire qu'il saisit les choses. Il dit, pour moi, c'est plutôt un compliment. Est-ce que c'est... Oui, voilà, c'est ça. Quand tout va bien, c'est un visionnaire. Quand tout va mal, c'est un opportuniste. J'ai remarqué que malheureusement, c'est souvent la perception des gens. Maintenant, les opportunités, c'est se mettre aussi en condition pour les saisir. Et moi, j'ai remarqué que l'approche d'Hélène, elle est hyper importante. Le chêne, il grandit. Les Fabuleux, c'est 10% tous les ans sur une période de 10 ans. Moi, je suis plutôt un bambou. Je ne sais pas si vous connaissez le bambou de Mozo. C'est une illustration intéressante. C'est quand il est planté, pendant des années, il ne va pas pousser. Puis, en l'espace de 6 semaines, il va faire 30 mètres. Et parce qu'il a besoin d'avoir les racines, il a besoin que l'écosystème soit riche. Moi, c'est l'histoire de ma boîte. Pendant des années, on a plafonné à 400 000. Après, c'était 800 000 pendant plus de 10 ans. Puis après, on a passé à la barre du million. Puis après, il y a des percées fulgurantes. Puis après, ça stagne. Et notre parcours, c'est ça. C'est le village des Fabuleux, cette école en ligne. C'était une opportunité qu'on a saisie. C'était pas dans le plan. Il y a plein de projets comme ça qu'on a su saisir. Troisième sainte tension, tradition versus innovation. Voilà, comme ça, on n'est pas hors sujet et on répond à la question que nous a posée Christian. On s'est posé cette question, est-ce qu'on est plutôt dans le camp des anciens ou dans le camp des modernes? Et c'est vrai que c'est assez difficile de nous mettre dans une case. Nous-mêmes, on n'y arrive pas trop, parce que d'un côté, on est un couple marié depuis pas mal d'années maintenant. On a 4 enfants, quand même. On a des valeurs familiales ultra traditionnelles.
De l'autre côté, on travaille fort tous les deux, on est visibles tous les deux. Il y a quelques semaines, on avait les caméras de M6 à la maison qui sont venues filmer un documentaire sur le travail des femmes. Et donc, moi, j'étais à la maison en mode cliché, en train de faire à bouffer en attendant qu'ils rentrent. Et donc là, il y a David qui passe la porte. Pour les caméras. Voilà, pour les caméras. Il y a David qui passe la porte. Et puis là, il y a le preneur de son et le caméraman qui lui tombe dessus comme ça. Et la première question qu'il lui pose, c'est « Bonjour David, alors, c'est vous, l'homme déconstruit ?» Gros malaise, j'espère qu'ils vont couper ça au montage. Et la vérité, c'est que si on regarde le modèle de nos parents, oui, parce que en fait, tous les deux, on a un papa qui travaillait, une maman qui était à la maison, et puis voilà, en termes de savoir se faire à bouffer soi-même, David est clairement un homme déconstruit. Donc c'est vrai, voilà, difficile de dire si on est plutôt des classiques, les modernes. On a fait des études bibliques tous les deux, on se nourrit de la parole de Dieu chaque matin, et on a aussi une bibliothèque qui est bourrée de livres de philo et de développement personnel. On a créé une communauté qui s'appelle Les Fabuleuses au foyer. Et en même temps, voilà, on a rempli les Folies Bergères, on fait un festival d'été avec soirée DJ où ça danse sur la plage jusqu'à 2h du matin. Donc voilà, difficile un peu de répondre à cette question. Mais David, tu t'es senti de tenter une réponse sur le conflit monde réel, monde virtuel. Moi, je dirais que la tension, elle va être, tu l'as dit, monde réel, monde virtuel. Alors moi, j'étais toujours un grand prophète de la modernité pour l'Église. J'ai passé 15 ans de ma vie à accompagner les organisations à mieux communiquer, à conquérir le continent du digital. Aujourd'hui, on vit une révolution avec l'IA qui est juste phénoménale. J'étais il y a 2 semaines à San Francisco. Il y avait une conférence qui s'appelle Missional AI, qui est une conférence des acteurs, entrepreneurs, dirigeants dans l'IA qui sont chrétiens. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens et je suis revenu avec 2 convictions qui m'ont renforcé. C'est qu'à la fois l'IA nous ouvre des perspectives incroyables. Pour vous citer un exemple qui est revenu sur la traduction de la Bible. Généralement, une bonne traduction, ça met une dizaine d'années. Maintenant, avec l'IA, on est entre 6 mois et 1 an. Et encore, c'est parce qu'ils veulent vraiment tout vérifier. Plus on avance, plus ça va être court. Donc, eux qui imaginaient, toutes ces organisations de traduction imaginaient qu'on avait encore des dizaines d'années avant de tout traduire, là on est en train de parler de quelques années. Donc l'IA ouvre des perspectives et en même temps on le voit bien qu'on est en train de se déshumaniser et qu'il y a un retour aux événements, aux rencontres, aux communautés, à des choses qui sont la base. Alors du coup, l'enjeu c'est toujours cette tension entre le monde virtuel qui est là, qui ouvre plein d'opportunités. Et en même temps, on a toujours été dans le digital, mais aussi, comme tu l'as dit, on fait le festival, les retraites, on fait tout pour connecter les gens. D'ailleurs, un projet qui incarne bien cette tension, c'est sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, qui est cette start-up Majordome qui utilisait l'IA pour connecter les gens dans la vraie vie. Par exemple, là, on est plus de 200. Il y a forcément quelqu'un qui aime le basket comme vous ou aime le même type de vin, mais en même temps qui pourrait être un mentor, un investisseur, un ami, quelqu'un avec qui avancer, mais vous allez sûrement jamais la rencontrer. Et l'IA est incroyablement puissant à compiler des données. Donc ça, c'est un exemple. Utiliser le digital pour connecter dans la vraie vie. Et dans ton podcast PPP, David, tu avais reçu un monsieur qui s'appelle Nicolas Duep et puis qui disait, en fait, les machines, elles ont commencé pendant la révolution industrielle à remplacer les bras. Aujourd'hui, avec l'IA, elles sont en train de remplacer les cerveaux. Mais ce qu'elles ne pourront jamais remplacer, c'est les cœurs. Et nos cœurs, c'est cette partie qui est sous la surface. C'est cette partie qui fait tenir tout l'édifice. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. D'où la question avec laquelle on voudrait terminer ce matin. Comment va ton cœur ? Comment vont tes racines ? Et très simplement, on voudrait vous laisser 2 engrais pour prendre soin de votre cœur, prendre soin de vos racines. Le premier engrais que nous, en tout cas, on essaye de mettre au maximum sur nos racines, c'est de cultiver le calme. David
a choisi cette magnifique image de MMA, qui est sa passion du moment pour ceux qui sont au courant. Alors ça veut dire Mixed Martial Arts, ça veut dire c'est tous les sports de combat réunis, il n'y a pas de règle, tu peux y aller. Voilà. D'ailleurs, en termes de communauté, il y a si ça vous intéresse, il y a un camp de MMA organisé par David pour tous les papas qui veulent venir avec leurs ados. Et on va prier aussi. C'est chrétien. Donc, est-ce qu'on peut être chrétien et se taper sur la gueule? Les deux, mon capitaine. Fermeture de la parenthèse. Alors moi, ce que j'ai appris, c'est que donc, quand on entre dans un combat de MMA, ce n'est pas le plus impressionnant qui gagne. C'est celui qui reste calme sous la pression. C'est celui qui ne panique pas quand il reçoit un coup, qui va garder confiance à sa capacité à endurer. Moi, j'aurais choisi une autre illustration, celle d'Élisabeth II, dont j'ai le portrait dans mon bureau. Comment est-ce que la reine d'Angleterre a bâti sa légende en gardant son calme? Est-ce que vous avez déjà vu la reine d'Angleterre piquer une crise en 70 ans de règne? Non. Pourtant, est-ce qu'elle a eu des occasions de piquer des crises en 70 ans de règne? Évidemment. Mais la reine d'Angleterre, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la durabilité. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors nous, enfin moi, en tout cas, je suis très discipline. Et les disciplines spirituelles qu'on se bat assez fort pour maintenir dans notre famille, c'est d'abord une discipline quotidienne, de chercher le silence. Ensuite, la discipline hebdomadaire, qui est peut-être le plus gros chantier de notre famille depuis des années, de pratiquer le sabbat, semaine après semaine. Et puis cette discipline annuelle dont David a parlé, où depuis plusieurs années, on se fait le cadeau mutuel d'offrir une semaine de silence à l'autre. Ça coûte cher, mais ça vaut la peine. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Deuxième engrais, on va vite. C'est la hiérarchie d'amour. C'est cet entrepreneur québécois, Robert Ouimet, qui en 1983 va voir Mère Teresa pour lui poser plein de questions. Et une des questions, c'est quelles sont mes priorités? Et elle va lui dire, respecte la hiérarchie d'amour. D'abord ta relation intérieure et celle avec Jésus, ton conjoint, tes enfants, tes salariés, puis ensuite tu élargis le cercle. Quand on respecte ça, on est capable de traverser des crises, parce que si l'édifice s'effondre, ce qui est important tient en place. Si tu l'as dit, l'année dernière était une des années les plus compliquées, mais ça c'était en place et ça nous a permis de traverser les tempêtes. La structure sans vie devient rigide, la liberté sans structure devient instable, la robustesse naît de leur union. Merci beaucoup. Je vous laisse avec 2 pubs, tant qu'à faire. Si vous voulez, vous avez une maman, vous êtes une maman, ou vous envoyez votre conjointe au festival des Fabuleuses, festival Courage cet été. Et puis, si vous êtes intéressé par les retraites et cette idée d'application, vous pouvez juste remplir ce formulaire sur La Forge. Merci beaucoup pour votre attention.